Bonus. Trax. Bonjour à tous, je suis Guigui et je vous souhaite la bienvenue sur le Coin Pop. Pour ce numéro un peu spécial, je vais vous parler d'une bande dessinée, ou devrais-je dire de comics lorrain, en compagnie de son scénariste et créateur. En effet, cet épisode fait partie d'une petite série de podcasts où je vais mettre en avant certains projets sur lesquels j'ai collaboré, ou tout simplement des projets artistiques de copains et qui méritent un petit coup de projecteur. Alors aujourd'hui, je reçois donc Florent Baudry, le créateur et scénariste de VHB, une série de comics amateurs qui font leur maximum pour faire pro quand même. Et c'est édité en Lorraine par l'association Philactère depuis une dizaine d'années maintenant. Alors après l'interview, je vous propose de rester avec nous car nous allons vous présenter une fiction audio qui vous permettra de découvrir l'univers. Et sinon, je mettrai aussi les liens dans la description pour passer commande des 10 bouquins, si ça vous intéresse, qui sont en dépôt-vente dans certaines librairies en Lorraine. Alors vous pouvez aussi aller directement à la fiction en utilisant les fonctionnalités de chapitrage et puis revenir ici après pour écouter l'interview. Bonjour Florent, comment ça va ? Bonjour Guillaume. On dit Guillaume, on dit Guigui, on dit comment ? Tu peux m'appeler Guigui. Bonjour Guigui. Voilà. J'ai toujours dit Guigui, alors je vais continuer avec Guigui. C'est ça. Donc bienvenue sur le Coin Pop, merci d'avoir répondu à mon invitation. Donc on va parler de VHB, donc de ton œuvre. On peut dire que c'est ton œuvre. C'est une œuvre collective, donc pour moi c'est mon œuvre, mais j'espère que c'est pas que mon œuvre, pour que d'autres auteurs disent c'est un peu mon œuvre aussi. Voilà, j'espère que je suis pas tout seul. Tellement c'est bien, t'as envie que les autres veulent s'approprier un petit peu une part de... il y en a beaucoup de monde quand même qui a participé, donc j'espère qu'ils se sentent quand même co-responsables de tout ça. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu, parce qu'en fait VHB c'est toi le seul scénariste de tout l'univers et de tous les épisodes de la bande dessinée qui sont sortis, mais t'as une armée de dessinateurs derrière toi, et aussi des co-créateurs. Ouais, normalement quand on travaille une série, parce que travailler ne veut rien dire. Peut-être pas, il faut dévoiser le nom, on verra bien. On peut. Quand on travaille un projet de BD, soit on a un artiste qui fait scénario, dessin, etc. Donc il y a le scénariste, le dessinateur. En l'occurrence, le dessinateur, ils sont 6. Enfin, ils étaient même 7 au départ. Et donc il y en a 6 artistes qui sont donc venus de fait les co-créateurs de la série avec moi. Voilà, on voulait faire un fanzine, j'avais mon idée, mon univers, et j'ai trouvé aucun dessinateur qui voulait bien faire 40 pages de fanzine bénévolement. Donc du coup, j'ai découpé en histoire de 6 pages, 2 pages, et les 6 premiers qui ont répondu à l'appel sont devenus du coup de fait les co-créateurs de la série, et pour certains, majoritairement, on continue à participer, à créer, à élaborer des nouveaux personnages. Donc on a des artistes, je peux les citer d'ailleurs, dans les créateurs de la série. Donc on a Acide, David Bull, Damien Malglaive, Philippe Aderer, Jimmy Rogon, enfin Jimmy, et LTO. Voilà, donc c'est les 6 artistes qui ont co-créé les designs avec moi de toute la série, et qui ont participé ou qui continuent à participer régulièrement dans des BD. Alors c'était les premiers dessinateurs qui ont participé au premier épisode et qui ont co-créé avec toi d'une manière graphique l'univers, c'est-à-dire donc les designs des personnages, des armures, etc. Et d'ailleurs, je parle d'armure, mais on n'a toujours pas présenté la BD, on ne sait même pas de quoi ça parle. Donc, on parle d'armure. Donc tu vas nous présenter un petit peu justement l'univers de VHB. Oui. VHB, donc c'est un acronyme qui veut dire Vampire Hunters Brigade, la brigade des chasseurs de vampires. C'est une série qui mélange beaucoup de genres, policiers, fantastiques. En gros, ça fait un siècle que les vampires et les humains vivent ensemble, savent qu'ils existent. Bon, alors les vampires savent que les humains existent, mais que les humains savent que les vampires existent, se connaissent. Et après un moment un peu tendu, de guerre, de conflit, qui a changé la face de la Terre, une paix s'est installée dans certains endroits du monde, notamment à la Nouvelle-Orléans, qui est un des 3 États des États-Unis. Et donc on a là une sorte de ville fermée, dans laquelle vampires, humains, mais aussi loups-garous, ghouls, spectres, des sorciers, enfin toutes ces choses de la nuit qui ont ressurgi il y a plus d'un siècle, dans les années 1930, essayent de cohabiter et de vivre ensemble. Donc on est en 2053 dans cette ville, et dans la série VHB, on va suivre des policiers, les Vampire Hunter Brigades, qui essayent de maintenir cette paix un peu fragile en étant spécialisés dans la criminalité des citoyens à part. Et pourtant, on suit quand même un groupe de VHB quand même un peu plus que les autres, c'est l'unité des Chromes.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces personnages quand même qui ont quand même un capital sympathie assez fort auprès des lecteurs et surtout des dessinateurs parce qu'ils ont toujours envie de les dessiner. Les Chromes, c'est donc dans les personnages qu'on suit, il y a une unité particulièrement qu'on suit, qui est donc l'unité Chromes, qui est dirigée par le lieutenant Bronson, qui est un noir américain de la Nouvelle-Orléans. Alors je dis bien Nouvelle-Orléans et pas de Nouvelle-Orléans, mais il vient vraiment du cœur de la ville, parce que le monde ayant changé, en fait, ce sont les noirs américains de l'église vaudou de la Nouvelle-Orléans qui ont su protéger la ville de tout cet amas de créatures fantastiques, etc. Et donc du coup, il y a une sorte d'équilibre qui a changé, et maintenant... cette ville est dominée par les hommes noirs de l'église vaudou. Voilà, c'est en gros l'élite. Et lui a décidé d'être un hunter et de ne pas laisser le sale boulot qu'aux blancs. En gros, c'est ça, aux blancs et aux pauvres. Non, lui vient d'une bonne famille et il a décidé de faire son devoir. Donc du coup, il est hunter, parce que les hunters, c'est espérance de vie faible, travail dur. Donc il y a lui qui dirige cette unité-là. Et il a un groupe de personnages autour de lui, Ibrahim Grade, qui est un peu le sniper, La grande gueule. une grande gueule un peu. Oh, il y a beaucoup de grandes gueules, mais lui, c'est un peu le grande gueule dragueur et le charmeur. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le présente au début. Ils ont tous plusieurs facettes, quoi. Ensuite, il y a Léo Cellini, qui se fera appeler Enzo par un autre membre, pour une raison inconnue, qui est lui un petit trapu, bonne grande... Alors lui, ouais, plus teigneux. On a plusieurs personnages Bluhan au début, dans la chronologie. Et ensuite, on a aussi Axe. Axe, qui est un gars qui vient des nations indiennes, un grand homme barbu, qui aime se munir d'une hache en fonction. Je pense que ça dit tout. Il fait 2 mètres et quelques, 2 mètres 20 peut-être. Et il a une hache. Alors on lui a fait une hache pour aller avec son armure. Et puis, on a le lieutenant James Conrad, qui est un peu celui avec lequel on rentre dans l'histoire, un ancien de l'armée, qui a un ancêtre qui a fait un peu la gloire des Vampire Hunters dans les années 1970-80. Et on a le sergent Ice, qui est le personnage le plus dessiné. La fan favorite. Ouais, c'est assez curieux, mais c'est une femme vampire qui s'est fait appeler Ice, c'est-à-dire glace, parce qu'elle aime se priver de sang volontairement. Et du coup, elle est très pâle, avec le très glacial aussi de comportement. Et c'est un personnage qui plaît autant qu'elle a l'air un peu froide et distante et antipathique, curieusement. Ok. Et au niveau de l'univers, alors je sais pas, tu vas peut-être m'aider à le définir, mais est-ce que ça serait du rétrofuturiste ? Il y a un peu de ça, ouais, parce que comme l'univers a changé dans les années 1930 et que en fait pendant très longtemps c'était un monde en guerre, il y a plein de choses qui n'ont pas eu lieu. Il y avait aucun intérêt à chercher à aller dans l'espace, par exemple. Ouais, donc la technologie, elle est Oui, pas la même en fait. et puis comme c'est toujours un monde en guerre, quand on est dans une époque en guerre, la technologie reste un peu secret militaire. Donc tout ce qui est par exemple communication est resté un peu secret ou réservé à l'armée. Donc les gens n'ont pas de télévision, quoi, ils écoutent un peu la radio. Donc on est un peu un monde resté bloqué dans les années, on va dire 50-60 pour beaucoup de choses. Donc ça c'est... Voilà, il y a un petit côté décalage. Et la technologie va aller principalement à ces hunters du titre de VHB, ces policiers spécialisés dans la criminalité des citoyens, vampires, sorciers, loups-garous, des choses comme ça. Alors en fait, dans VHB, il y a beaucoup de personnages, on en suit beaucoup. Principalement, évidemment, c'est les hunters hein, qu'on suit c'est notre porte d'entrée en réalité, mais l'univers, il est beaucoup plus vaste. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des personnages principaux là-dedans ? Et si oui, est-ce que tu pourrais nous dire lesquels ? Alors, pour cette série, c'est un univers que j'ai en tête depuis très longtemps. Donc en fait, il vient de plein de scories, de comment il est né. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui sont encore là. Déjà, il est né parce que je faisais des jeux de rôle sur table avec mes amis. On jouait à l'appel de Cthulhu et j'avais créé ce jeu de rôle-là un peu en défouloir. C'est pour ça que les Vampire Hunters sont organisés en unité de 5-6 membres, un peu comme une table de jeu de rôle, quoi. Il y a 5-6 joueurs autour de la table. Donc c'est vraiment c'est bête, mais comme ça vient de là, c'est resté. Et ensuite, toutes mes influences de téléfilms, beaucoup, des années 90, Urgence par exemple. Je trouvais ça génial de suivre un microcosme social. On est dans le quartier des Urgences et on regarde et je me dis, j'aime beaucoup ça. En BD, tout d'un coup, j'avais aussi vu que c'était possible avec Top 10 d'Alan Moore par exemple. On suit un commissariat de police et on n'est pas à suivre un inspecteur, on suit un groupe de gens, un microcosme. On se met dans un lieu, on regarde. C'est pour ça que cet univers, on le découvre par le 15e district et particulièrement par une section de cette police qui s'occupe du 15e district, qui est la section 15, qui travaille en tout dans le 15e district. Et donc du coup, on va suivre
principalement une unité qui va être notre porte d'entrée, donc ils sont 6-7 membres, mais on va suivre aussi leur inspecteur, on va suivre aussi d'autres unités de la section scientifique et technique, d'autres unités, des unités psy. En fait, on va avoir une galerie de 15-20 personnages, des gens qui se croisent à travers plein d'histoires courtes. Et voilà, c'était pour faire une galerie de personnages. Donc il n'y a pas de personnages principaux. N'importe quel personnage secondaire, on en parlera peut-être à cause de la façon dont c'est écrit, est composé en histoire courte, mais tout d'un coup, n'importe quel personnage peut avoir son histoire à lui. Ouais, c'est une série chorale, quoi. C'est une série chorale, ouais. Ouais, c'est vrai que Urgence, c'est un bon exemple, mais moi j'en ai encore un meilleur à te soumettre. Parce que ça parle de Star Trek ou de Twin Peaks Non, comme pas du d'habitude. tout. Bah non, ça va parler d'autres choses. Il y a d'autres exemples. New York 911. New York 911. Voilà, parce qu'en fait, dans New York 911, on suit les ambulanciers, les pompiers, etc. Ouais. Et donc, tu as plusieurs corps de métier qui vont dans le même. Dans New York 911, c'est presque un spin-off de. Non, c'est pas celle-là qui est Non. un peu un spin-off d'Urgence. Il y avait une série du qui a eu un crossover Oui, avec non, Urgence. tout à fait. Oui, mais c'était pas ça. Ah, c'était pas celle-là. Non, désolé. Je suis pas. Mais tout à fait. Donc New York 911, c'est plutôt. Moi, ça me faisait beaucoup penser à ça. Et aussi, une autre référence. Alors, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est direct ou inconscient. C'est par rapport, et ça vient peut-être tout simplement du jeu de rôle, c'est ce côté narration éclatée. Moi, c'est un truc que je dis beaucoup quand on vend les BD justement sur les stands dans les festivals, quand je présente la BD, c'est que je dis aux gens, voilà, c'est une narration éclatée, c'est-à-dire que chaque chapitre est confié à un dessinateur différent, avec une sensibilité particulière, donc tu donnes à chaque fois un chapitre à un dessinateur par rapport à son style, par rapport à ce que l'histoire raconte pour que ce soit cohérent. Et donc du coup, c'est vraiment un puzzle un petit peu cette histoire, c'est-à-dire que chaque fascicule, chaque numéro de VHB raconte une histoire en tant que telle par rapport à une thématique. Et par contre, donc tous les chapitres sont plus ou moins dans un désordre chronologique. Et si on prend l'ensemble de tous les numéros et qu'on reprend chronologiquement tous les chapitres, qu'on les met dans l'ordre, il y a une deuxième histoire un peu plus vaste qui se dessine, et ce qui fait qu'on a 2 niveaux de lecture. Et donc du coup, ce côté un peu de narration éclatée, ça fait un peu penser par exemple à une sorte de Pulp Fiction de Tarantino par exemple. Et cette deuxième couche de lecture qui donne un univers beaucoup plus vaste, moi je trouve que c'est toujours vraiment, vraiment fascinant, et moi je trouve que c'est un des grands points forts en fait de VHB. Et je voulais savoir, est-ce que c'est compliqué pour toi d'écrire ça pour que une personne puisse lire un numéro au hasard, puisse y trouver son compte, et aussi pour les personnes qui liraient tout et qui auraient ensuite l'envie de tout remettre dans l'ordre? En fait, non, c'est pas si complexe que ça, mais peut-être par rapport à mes goûts, moi, de lecture qui sont... les comics, par exemple. Moi, là, je suis un grand lecteur de comics, donc le passage d'un dessinateur à l'autre, d'arc narratif qu'au début, n'ont pas forcément de lien, mais tout d'un coup, on redconne un peu, puis en fait, ah oui, on a trouvé le lien parce qu'on avait oublié que le gars-là était censé être mort dans une histoire. J'ai tellement vu ça tout le temps, en faisant beaucoup de jeux de rôle aussi pendant longtemps, et en devant improviser parce qu'un joueur n'est pas là à telle partie, et puis en le faisant jouer tout seul un autre scénario une autre fois, en faisant des sortes de crossover entre campagnes. J'avais beaucoup développé ça moi personnellement, mais en fait c'est surtout du pur pragmatisme éditorial, c'est-à-dire pour la raison pour laquelle j'ai 6 dessinateurs. Déjà, pourquoi j'ai des dessinateurs? Parce que je ne suis pas dessiné, je voulais faire de la BD. Pourquoi il y en a 6? Parce qu'aucun voulait faire 32 pages tout seul. Et pourquoi les histoires sont pas dans l'ordre? C'est que dès le tome 1, il y en a un qui a dit finalement je pourrais pas, je te le ferai dans le tome 2, et qu'il y a un autre qui arrivait avec une BD, mais je voulais pas lui enlever parce que je l'avais écrit pour lui. Donc du coup il a fallu commencer à écrire des histoires en disant tant pis, la tienne ça sera dans le tome 2 alors qu'elle se passe en même temps qu'une dans le tome 1. Du coup je me dis j'ai rien à faire de la chronologie, les numéros vont se regrouper par thème. Et puis si un auteur, parce qu'on fait du fanzine, dit je peux pas parce que y a le boulot, il y a le gamin, je sais pas quoi, c'est pas grave. Je vais remplacer par autre chose, tant que c'est dans la thématique. Donc du coup, c'était vraiment du pur pragmatisme, et après, c'est du puzzle, c'est juste de l'organisation. Il faut que j'ai mon classeur avec toutes les histoires dans l'ordre, mes scénarios, les histoires dans l'ordre, ceux qu'il faut à tout prix que je fasse, les éléments à tout prix il faut que je dise à un moment donné. Et en fait, c'est très bien, parce que comme j'écris pas dans l'ordre, et qu'à un moment donné, j'ai une histoire qui se greffe, je me dis, celle-là, elle est importante pour l'évolution du personnage, mais je me dis, mais dans la chronologie générale... il me manque l'élément, il faudrait que j'introduise ça plutôt dans la chronologie générale. Mais comme je raconte pas les histoires dans l'ordre, je peux le faire à n'importe quel moment. Donc je vais dire, tiens, Guigui, tu dessines? Ouais, tu peux pas me faire 4 pages de BD, ça sera rigolo, mais il va y avoir une phrase dans ta BD qui en fait est importante parce que ça va permettre de comprendre pour ceux qui veulent vraiment que tout soit cohérent. Et du coup, est-ce que tu as des regrets? C'est-à-dire que par exemple, est-ce que tu te dis, tiens, dans le numéro 3, alors numéro 3, c'est comment? C'est Still Human. Still Human, voilà, ouais. J'ai fait mes devoirs. Ouais, t'as fait tes devoirs, ouais. D'ailleurs, j'ai dessiné 2 pages dans celui-là, c'est peut-être pour ça que je m'en souviens. Ouais. Est-ce que tu te dis, tiens, dans celui-là, j'aurais dû rajouter ça, ou au contraire, je n'aurais peut-être pas dû mettre ça à cet endroit-là? Non, pour l'instant, j'ai pas eu le souci. Il y a des petits raccords de continuité que du coup, on doit un peu
de design souvent par exemple. On se dit le design, c'est ça notre problématique, comme les histoires sont pas dans l'ordre, on aimerait bien faire évoluer les designs de certains éléments, peut-être des armures plus tard, mais comme on raconte pas dans l'ordre, T'es obligé d'attendre, quoi. on attendra si on fait un deuxième cycle. S'il n'y a pas de deuxième cycle, il n'y aura pas de deuxième cycle, mais on se dit voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Tel personnage qu'on avait designé sans cheveux, et là on a fait des cheveux, soit on s'amuse à faire un petit interlude sur le net pour expliquer pourquoi il s'est rasé entre les deux, soit on s'en moque. C'est le cas du général par exemple, le général des Hunters, des fois il a des cheveux, il en a pas. Alors on en parle à un moment donné au détour d'un dialogue pour dire t'as appris, il s'est rasé le crâne. Mais du coup c'est plus amusant ces petites erreurs, et pour l'instant non, j'ai pas de moments qui sont gênants. Parce que j'ai quand même, c'est marrant que tu dis ça, parce que moi j'ai quand même souvent l'impression qu'effectivement tu te joues des erreurs des dessinateurs, parce qu'effectivement on est très nombreux à dessiner les pages, et des fois avec, comme tu l'as dit, une fluctuation au niveau des rendus, que quand il y a des erreurs, que tu peux pas les corriger, tu t'en saisis pour en faire une blague, quoi. Par exemple, dans le premier tome, dans As Usual, en gros, il y a un nouveau membre de l'unité, James Conrad, qui arrive et qui est accueilli par le lieutenant Bronson. Et le lieutenant Bronson lui parle, et c'est un des personnages du lieutenant Bronson que j'avais pas bien au début. C'est-à-dire que j'ai à peu près comment parlent les personnages dans ma tête. C'est tout à fait normal. Je joue beaucoup quand je fais des personnages, je fais des gestes, me déplace. Enfin bref, je suis dedans. Ouais, enfin voilà, beaucoup de gens font ça. Et je l'avais pas, lui. Et du coup, je l'ai écrit d'une façon un peu genre, ouais, t'inquiète, y a pas de souci, t'as le droit de faire ça, machin, truc muche. Et en fait, non, il parle pas, il pleurerait plutôt. Alors, vous aurez la possibilité de faire ça. Et, tu vois, il parle plutôt posé. Et je l'avais pas au début. Et j'avais oublié que je l'avais écrit comme ça parce qu'il y avait ce dialogue-là que sur une page. Et j'avais oublié que j'avais autant caractérisé. Et ça allait pas du tout avec le personnage tel qu'il était intéressant en fait à faire. Et donc, du coup, je me suis dit, mais pourquoi il parlait. En fait, je me pose pas la question du coup, j'ai fait une erreur. Je me dis non, il parle pas comme ça. Alors pourquoi il parlait comme ça le jour-là? Tu vois? Et du coup, et vraiment, en plus, c'est pas comme ça. Je dis j'ai fait une erreur. Non, je me dis pourquoi il parlait comme ça? Il y a un interlude sur le net où on se rend compte qu'il arrête pas de se la péter. Mais il a enfin perdu une fois au poker. Et du coup, avec les autres lieutenants. Et que du coup, il a un gage, quoi. Un gage de parler comme le ferait Enzo, qui est un autre membre de l'unité, la prochaine recrue qui arrive. Et comme il est très fair-play, et c'est quelqu'un d'honneur, ça se justifie le fait qu'il parle comme un peu un charretier à ce moment-là, puisque c'est un homme d'honneur. Voilà, bref, c'est des détails amusants, mais en fait, les erreurs, j'essaie de les intégrer dans la narration, et c'est même pas un effort, c'est même un jeu, quoi. Même un plaisir de le faire. Ouais, ça se sent un peu, hein, je trouve, parce que ça rend la lecture plutôt agréable. Alors du coup, tu parlais des interludes. Donc les interludes, c'est justement des petits textes écrits avec une illustration qui représente une scène et qui est donc publiée sur ton blog vhb.weweb.com. C'est ça. Alors Weweb, je vais l'épeler quand même pour les gens, c'est OUAISWEB, web quoi. .com. Et donc du coup c'est des petits interludes que tu mets sur internet pour faire patienter les lecteurs entre deux numéros, et du coup t'en es à combien de numéros là? C'est quoi le prochain? Des tomes ou des interludes? Non, des interludes et puis des tomes. Alors les interludes, on en a déjà une quarantaine, mais c'est pas que pour patienter, c'est aussi parce que des fois il y a des artistes qui me disent j'aimerais bien participer, j'aime bien ton projet, voilà, si tu veux que je te fasse une illustration, et je peux pas avoir 3 couves par numéro, faire des couves exclusives ou des couves alternatives. Donc dans chaque numéro, il y a 3 pages pour les illustrations, la couve, la 4e de couve, et une illustration en page 2. Ah si, une petite illustration rigolote en cul de lampe. Bref, ça suffit pas pour demander à plein d'illustrateurs. Donc du coup, ça vient de là, ça vient de pouvoir participer avec des illustrateurs et pas des dessinateurs de BD, ce qui est quand même complètement différent. C'est pas les mêmes artistes, c'est pas les mêmes méthodes. Donc c'est déjà ça. Pouvoir travailler avec des gens qui ne pourraient pas autrement. Et puis aussi, c'est vrai, pour développer des histoires parallèles. Donc là, on en a une quarantaine déjà. Ça fait plusieurs années qu'on en fait très peu, parce que ça dépend les moments. Et là, on va sortir le 9e tome, en septembre. Le 9e tome, donc en septembre, sort, et avec une réédition du 3. Ouais. Voilà, oui, parce qu'en fait, effectivement, une des problématiques du fait de faire ça, entre guillemets, en amateur dans l'association Philactère, c'est que, évidemment, on n'a pas sorti énormément, enfin, on a sorti plusieurs milliers de BD, mais on n'a pas toujours des stocks complets de tous les numéros, et souvent, il y a des ruptures, et du coup, il faut les réimprimer. Ouais. Au début, VHB, c'était une revue fanzine. Les 5 premiers numéros étaient comme ça, en petit tirage, en réédité. Puis maintenant, en fait, on s'est dit, bon, allez, comme on habite en Lorraine, pour ceux qui ne savent pas, en Lorraine, dès qu'on quitte à 30 km des villes, on vit dans des maisons.
Voilà, waouh, on habite à 30 km ou à 20 km, donc on a des maisons, du coup des maisons disent mais on peut stocker des cartons, ouais. Du coup on imprime en offset, ce qui est un autre changement de technique, et pour un petit peu plus cher, on en a beaucoup plus. Donc on imprime à 1000 exemplaires, ce qui n'est pas énorme, mais 1000 exemplaires, ça nous fait, au nombre où on vend, ça nous fait 8, 9, 10 ans de stock d'avance. Donc du coup on réédite tous les numéros comme ça. Pour l'instant, ça va, ça nous permet de tenir longtemps et du coup de ne pas avoir de rupture depuis qu'on sort à 1000 exemplaires. Donc du coup, ça nous permet d'avoir des numéros disponibles. Mais Donc, je veux dire, avec la réédition du 3 en même temps que la sortie du 9e tome, du coup, est-ce qu'il manque encore des numéros ? Il va manquer le 4, le 5, qui seront en rupture encore. Donc, qui seront réédités tantôt, idéalement en même temps qu'on sortira les 10 et 11 qui clôturent le cycle. Et du coup, là, on aura du stock pour la totalité, quoi. Ah, j'espère. Parce que rééditer, c'est toujours... Ouais, c'est chiant. Ah, c'est pénible. J'aimerais bien que le dernier d'exemplaires du dernier se vendent tous ensemble dans un lot, que quelqu'un fait « Ah, il en reste. C'est génial. Non, mais je vous prends les derniers. » Par exemple, des Bertrand Kefterian des numéros 2, j'en ai plus, par exemple, et c'est très emmerdant. Oui, d'avoir du 1 et du 3. Voilà, j'ai du 1, du 3, du 4, mais le 2, non, tant pis. Tant pis. Et donc, du coup, il sort à l'occasion de 2 festivals qui auront lieu le même week-end. Ouais. Où on sera donc en dédicace sur les 2 festivals. Donc, il y a le Livre sur la place à Nancy. Donc, c'est le 9, 10, 11 septembre, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est ce week-end-là, en tout cas. Ouais. Donc, ce sera le vendredi, samedi, dimanche. Et ensuite, en parallèle, on sera aussi au Rayon Vert, près de Thionville, le samedi et le dimanche. Donc, on va faire 2 équipes. Donc, ça sera le 10, 11, 12 septembre. Voilà. Je viens de... Merci de vérifier. Regardez dans mon agenda. Et les 11 et 12, on sera au Rayon Vert, ouais. On se répartit un peu, comme on est un groupe assez nombreux. Voilà, il y a plusieurs dessinateurs. Donc, combien de dessinateurs en moyenne par numéro ? Une dizaine à peu près, j'imagine. Ouais, parce que dans chaque VHB, donc, c'est des histoires de 2 à 6 pages avec plein d'histoires. Donc, on est en format souple, entre 30 et 40 pages en fonction des numéros. 32 à 40 pages de BD, quelque chose comme ça. Et du coup, là, dans le prochain, il doit y avoir au moins 9 artistes, je crois, entre ceux qui font les coups, les dessinateurs. Et si je rajoute les coloristes, on doit peut-être 11-12, quoi. Et donc, du coup, pour que les auditeurs puissent s'imaginer à quoi ça puisse ressembler, parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est pas un sujet très Alors, on a prévu avec Guigui de vous mimer. Oui, mais mimer, ça marchera pas. Ça marche pas ? Ça marchera pas non plus. Non, mais par contre, est-ce que tu peux nous donner justement, alors déjà, les auteurs de comics, dessinateurs et scénaristes que tu aimes bien, et dans un deuxième temps, quels sont les auteurs et scénaristes, dessinateurs et scénaristes de comics que tu penses qui seraient le plus proche de ce que peut être VHB ? Pas facile, hein. Ouais, parce que ce que j'aime et ce que je fais, c'est pas souvent la même chose. C'est pas la même chose. Alors, ceux que j'aime beaucoup, je vais pas forcément être très original. Au niveau des scénarios, j'aime beaucoup Warren Ellis, par exemple. Je lis beaucoup de comics mainstream. J'aime bien aussi le underground. J'aime un peu tous les niveaux de comics. Et Warren Ellis, il va faire du mainstream, du Marvel, du Image, du DC. DC, je sais pas s'il en a fait beaucoup, mais en tout cas, et il peut faire de répondre à des commandes et faire des choses très bonnes. Et puis ensuite taper dans de l'underground ou du vraiment projet plus personnel, vraiment intéressant. Donc j'aime beaucoup parce que Arthur Adams. Arthur Adams, c'est mon... oui, mais j'ai grandi dans les années 80 en lisant Les Titans et il y avait ce cycle d'Asgard et puis la claque Bill Sienkiewicz aussi dans Les Nouveaux Mutants qui m'a fait apprendre que des fois il fallait forcer un peu parce qu'au début c'était moche pour moi et en fait j'adore. Alors j'ai une proposition où je me propose de répondre à ma propre question, si tu l'autorises. Moi je me dis quand même, il y a un peu de Robert Kirkman un peu dans ta façon d'écrire. Qu'est-ce que t'en penses ? J'aurais tendance à dire qu'on ne peut pas le savoir parce que on sort une fois tous les 1 ou 2 ans et Robert Kirkman il sort 24 pages par mois et du coup il a des tocs d'écriture qui vont être tous les 3-4 numéros, il y a un personnage qui explose en double page, ce que je ne fais pas forcément. Au niveau par exemple je trouve de la caractérisation des personnages et des dialogues. Ah peut-être, côté très feuilletonnant tu veux dire. Ouais c'est ça. Il y a peut-être ça qu'on retrouve dans... Après au niveau du récit, de la structure du récit, oui ça c'est et clair. Et le côté je veux bien prendre par exemple, même si c'est pas ce que je préfère dans Walking Dead, le côté on peut se poser dans un truc de genre quoi. Tout d'un coup 2 personnages peuvent discuter autour d'un café alors que ça explose dans tous les sens autour, ça j'aime bien. J'ai plus l'impression de piquer ça à d'autres que lui, mais c'est peut-être pas faux que ça ressemble. Je pense que des gens qui connaissent Kirkman pourront peut-être trouver 2-3 points communs, mais sans le côté que j'aimerais pouvoir un jour essayer d'avoir une grande quantité de récits réguliers.
sortir vraiment du feuilleton régulier. C'est ça un peu le problème un peu avec ce qu'on fait nous, c'est qu'on voudrait faire du comics, mais on ne sort qu'une fois par an, dans le meilleur des cas. 40 pages et du par coup, an, c'est pas beaucoup. voilà, 30-40 pages par an, c'est du format comics qui sort pas assez régulièrement pour, je pense, trouver toute sa valeur. Donc, je pense que Bertrand Coftarian, par exemple, gomme ça par le fait que c'est 4 tomes, une histoire, point, c'est fini, 4 numéros reliés en un album. Moi, je fais pas d'album cartonné parce que ça ne va pas avec le projet, mais plein d'histoires courtes, voilà, on a plein de petites vignettes, donc du coup, ça compense un peu ça. Mais ça influence l'écriture, ça influence ce qu'on peut en faire, donc du coup c'est dur de comparer vraiment à... du Bendis aussi, je pense qu'on peut comparer à Bendis sur le côté machine à café, on discute pendant 3 plombes d'un truc. Je pense que je me suis beaucoup imprégné de ça, je parle de ce qu'il a fait dans Alias par exemple, ou ces BD Polar qu'il faisait un peu avant. Ouais, comme ça les gens peuvent s'imaginer un petit peu. Puis au niveau des dessins, en fait la question est beaucoup trop vaste parce que des dessinateurs, il y en a des dizaines, Oui. Et en fait il y a vraiment de tous les styles, quoi. De tous les niveaux, hein, parce qu'on est on va du amateur ou semi-pro, voire des gens très professionnels aussi qui ont participé. Il y a même des pros qui ont participé. Ouais, qui sont devenus pros Ou qui sont devenus pros, ou qui sont devenus pros sur d'autres choses que de la BD, mais bon, bref. Donc voilà, c'est pas, on va pas chercher de la BD, on va pas chercher non plus, voilà, de la BD pro, ça reste du fanzine ou de l'underground, c'est-à-dire, mais tous les niveaux, mais je pense qu'à chaque fois tout le monde donne le maximum et du coup ça donne plein d'images et plein de facettes différentes à l'univers, quoi. Et des gens qui viennent plutôt de la BD un peu cartoon, qui viennent faire 2 pages là-dedans, des gens qui viennent plus de la BD un peu inspirée manga, d'autres qui vont venir de la BD plus dure, plus réaliste, ce qui fait qu'il y a, de toute façon, peu importe vos goûts, il y aura toujours au moins 1 ou 2 histoires qui vous plairont, quoi. C'est obligé. Voilà, ou que vous détesterez moins si vous êtes vraiment très critique. Il y en a 2 que je supporte quand même un petit peu, que je vais pas déchirer tout. Voilà. Enfin, j'espère que vous aimerez tout. Voilà. Du coup, on se donne rendez-vous donc au Lit sur la Place à Nancy et au Rayon Vert. Donc, c'est quoi les dates déjà ? 12-13. 12-13. Et là, je regarde de nouveau mon agenda pour pas vas-y. mentir. Non, les 11-12, voyons. Ah, c'est ça. On est mauvais avec les dates. Et donc, comme évidemment, c'est un sujet qui n'est pas trop radiophonique, vous me direz, les séries télé et le cinéma, ça l'est pas forcément beaucoup plus non plus, mais là, un petit peu moins quand même, parce qu'il n'y a pas de son. Mais on se disait quand même, ça serait pas mal de vous montrer un peu l'univers en vous montrant, donc, vous offrant un épisode de VHB sur le coin pop, sauf que c'est pas vraiment possible. Donc, sauf qu'on a peut-être trouvé une solution qui serait de faire une espèce de livre audio d'un épisode que tu as écrit. Tu peux nous en parler un petit peu avant que tu commences justement la lecture de cet épisode, de cette fiction ? J'ai écrit plusieurs nouvelles en mode feuilleton sur le blog. Genre, j'écrivais le début et puis je m'arrêtais et puis je me dis qu'est-ce que je vais écrire ensuite. Donc j'en ai fait 3 comme ça. Voilà, il y en a une qui s'appelle, donc de ces nouvelles, qui s'appelle Entre deux aubes, qui est un feuilleton du coup où on n'est pas du côté des hunters, pas du côté des policiers, pas côté des grandes gens de trame. Mais on est plutôt du côté d'un citoyen de la ville, de comment c'est de vivre à la Nouvelle-Orléans en 2053. Merci Florent pour tes réponses. Et c'est le moment de lancer la fiction audio. VHB, Entre deux aubes. C'est en une nuit dans les années 1930 que ce qui était resté caché jusqu'alors a explosé au visage de l'humanité. Vampires, lycanthropes, spectres, tous les peuples de la nuit ont vu leur pouvoir décuplé autant que leur bestialité. La frénésie passait, il était trop tard. Un siècle a passé. En 2053, le monde est dans une situation précaire et la race humaine en sursis. À la Nouvelle-Orléans, ce qui reste des États-Unis, vampires et humains essayent de coexister. C'est pour préserver ce statu quo qu'existent les Vampire Hunter Brigades, une police spécialisée dans les affaires impliquant sorciers, leaks et dentus. Récit écrit et lu par Lockhorst. Samuel Craig n'était pas homme à se plaindre. C'est un trait qu'on lui reconnaissait facilement et dont il était plutôt fier. Mais il sentait bien que ce ne serait pas vraiment le cas aujourd'hui. Voilà 10 heures de suite qu'il se tenait là, seul, dans cette mince cellule, et il sentait monter progressivement une colère qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. On l'avait remis là après son 3e interrogatoire et, depuis,
Ne parvenant pas à trouver le sommeil dans cet espace austère, il était resté assis, en regardant le mur, ressassant des souvenirs qui s'entremêlaient de plus en plus. On ne lui avait toujours rien dit sur la raison de sa présence ici, et il commençait à trouver le temps plus que long. Une seule fois, on l'avait placé dans un lieu semblable. C'était dans une autre ville. À l'époque où elle ne se comptait pas sur les doigts d'une main, il était sorti avec des amis, avait bu, et puis avait commencé à détruire méthodiquement un téléphone public. Enfin bref, les trucs qu'on fait quand on a 16 ans. Il en avait maintenant 120, et on n'avait plus jamais eu quelque chose à lui reprocher. Il avait toujours été un citoyen modèle depuis lors. Samuel était né à Londres en 1933 et ses parents, des ouvriers, avaient su lui donner une éducation juste et stricte. Surtout sa mère, pour qui les valeurs étaient le fondement de chaque homme. Son père fut tué dès le début de la crise. Il avait été l'un des premiers à s'engager pour lutter contre les monstruosités qui se multipliaient sur le continent. Veuve, sa mère voulut mettre ses enfants à l'abri et rejoignit le flot des réfugiés qui quittèrent l'Angleterre pour les États-Unis en 1943. Samuel finit de grandir à Chicago, puis se déplaça au gré des conflits intérieurs. Quand le calme revint à la fin des années 50, Samuel était contremaître, comme son père l'avait toujours voulu, et orphelin. Il s'installa un temps dans la nouvelle Europe naissante qui accueillait les vagues de réfugiés, alors que le fond du Maghreb et le Royaume-Uni perdaient de plus en plus de batailles. Ce furent de belles années pour lui, tant de villes nouvelles à construire. S'ensuivirent les années d'insouciance, où tous croyaient pouvoir faire des États-Unis un havre de paix, un lieu débarrassé des vampires. Seulement les vampires étaient toujours là, clandestins, luttant pour leur survie, mais présents. Un grand nombre entrèrent en résistance, commettant ce qu'on appelle aujourd'hui des actes de rébellion civile. Samuel en fut l'une des victimes. Un groupe de vampires le kidnappèrent, le transformèrent et l'éduquèrent. Pour Samuel, ce fut la révélation. Cela ne le changea pas. Il restait toujours l'homme qu'il était. Ses convictions, sa foi, ses goûts, tous étaient ceux qu'il s'était toujours connus. Les vampires avaient une âme, la même que celle qu'ils avaient reçue humain. Samuel comprit alors l'horreur de cette chasse incessante contre ceux qui, maintenant, étaient son peuple, ceux qui devaient se terrer plus que jamais pour survivre. Nous étions en 1978, et Samuel n'eut, quant à lui, pas longtemps à se cacher. En février de cette année, la marche commença, celle que l'on appela la marche des porteurs. Vampires et humains, car des humains de plus en plus nombreux avaient rejoint la cause, traversèrent les 8 États restants des États-Unis. Le jour, les vampires étaient transportés dans des caisses par les humains. La nuit, c'étaient les vampires qui tiraient les chariots où dormaient leurs alliés. Le message frappa ce qui restait de démocratie dans ce pays et, devant la pression populaire, le corps des Vampire Hunters, qui n'avait pour mission que celle de détruire, ne put qu'escorter ce convoi inimaginable. Un effroi frappa alors les consciences pures. Depuis des années avaient été massacrés des milliers d'êtres ne demandant qu'à vivre en paix avec eux. On repensa toute la société et ce furent les associations civiles qui donnèrent petit à petit le mode d'emploi de cette cohabitation. Les Hunters quittèrent le giron de l'armée pour devenir une police. Les humains donnèrent leur sang massivement pour nourrir leurs nouveaux concitoyens. Les lois vampires furent votées, les dentus faisaient fonctionner les usines la nuit pour participer à la croissance. Il y eut alors quelques années de paix et d'espoir pour tous. Puis des conflits recommencèrent avec les nations vampires d'Europe. On ne pouvait dès lors plus savoir qui était un de leurs espions ou un citoyen normal. Le manichéisme n'ayant plus cours, on comprit qu'il ne s'agissait plus de guerre entre espèces mais entre nations. Plus de guerre de sang, mais d'idéologie. On fortifia les villes à mesure que les campagnes devinrent de plus en plus infectées de licks et d'autres ignominies, et puis vinrent les zombies. Les années d'utopie étaient passées. Il n'y avait plus que 3 États existants dans la nation de Samuel, plus que 3 nations humaines dans le monde, et plus que 2 démocraties. Samuel était heureux de vivre dans l'une d'elles, mais il était, comme beaucoup de ses semblables, conscient que la proximité forcée, dans ce qui restait une ville surpeuplée, conduisait le pouvoir en place à des décisions et des pratiques souvent en leur défaveur. Les vampires avaient depuis longtemps plus de devoirs que de droits. Mais les humains aussi avaient des contraintes énormes. Il imaginait mal comment ces gens faibles pouvaient, après des heures de travail, avoir encore assez de force pour donner si souvent leur sang, pour que ceux, comme lui, puissent survivre. Il avait compris pourquoi certains commencèrent à ne plus aller dans les banques. Il avait ressenti une grande peine quand le gouvernement rendit ses dons obligatoires et commença à poursuivre les contrevenants. Dans ces instants, Samuel se sentait curieusement toujours humain. Un humain vampirisé, voilà tout. Ces 2 facettes de l'humanité avaient finalement en commun de n'être que de moins en moins libres. En fait, il se demandait à quel point la Nouvelle-Orléans était toujours une démocratie. Samuel fut réveillé par la présence d'un homme dans la cellule. Il avait dû s'endormir sans vraiment en être conscient, certainement que dehors le soleil était levé depuis longtemps.
Les vampires s'endorment vite le jour, quand ils sont inactifs. C'est comme un évanouissement, un interrupteur dans leur métabolisme. Ça ne se passe pas vraiment en douceur. L'homme dans la cellule, Samuel commençait à le connaître. Il avait vu discuter avec ceux qui l'interrogeaient dans les couloirs. Ce devait être le chef. Il allait peut-être enfin savoir ce qu'on lui reprochait. « Inspecteur Spaded », lança l'intrus, le nez toujours dans un dossier. « J'aimerais que vous m'accompagniez. » Samuel regarda avec attention l'inspecteur. Il lui apparaissait évident que cet homme avait été un jour sur le terrain tant il paraissait étriqué dans ce costume. Samuel s'était levé sans rien dire et suivait l'homme dans le couloir, qu'il avait déjà arpenté plusieurs fois. Celui qui conduisait vers les salles d'interrogatoire. Il était escorté comme à chaque fois par un hunter dans sa lourde armure. C'était étrange de les voir se déplacer. Il n'avait rien d'humain dans leurs mouvements, et leur silence était plus qu'effrayant. C'était certainement voulu. Il leur fallait bien rivaliser sur ce point avec les dentus. L'inspecteur Spaded ouvrit l'une des portes du couloir et laissa le prisonnier entrer. Samuel s'assit à la place qu'il savait être la sienne, celle qui tournait le dos aux fenêtres obstruées par de lourds rideaux métalliques. Samuel savait qu'il pouvait ne pas ressortir vivant de cette pièce, qu'une sentence pourrait être prononcée, que l'inspecteur pourrait déclencher l'ouverture du rideau. Il se sentit mal tout d'un coup, rempli d'une tristesse profonde. L'inspecteur s'était assis devant lui, les jambes allongées, de profil à la table, tournant les pages du dossier d'une main distraite. Il avait l'air de s'ennuyer, en fait. Cette indifférence finit d'achever Samuel qui sentait poindre des larmes. Sa gorge devenant de plus en plus douloureuse, il toussa péniblement. L'inspecteur se redressa alors et le regarda un temps, cherchant le regard que Samuel refusait de lui donner, puis commença à parler. « Comme je disais, je suis l'inspecteur Spaded, en charge de la section 15 des Vampire Hunter Brigade. » Décidément, souffla Samuel, le regard toujours posé sur la table. « Oui » interrogea Spaded. « Non, rien. Enfin, disons que ce chiffre ne semble pas me porter bonheur. » L'inspecteur marqua un temps, puis jeta un bref regard sur le dossier. « Oui, je vois que vous avez été arrêté dans le 15e district. »« Oui, » répondit Samuel. « Par l'inspecteur Williamson de la police de N2O. »« Oui. »« Qui s'est empressé de vous appeler, n'étant pas habilité à gérer un cas comme le mien. » répondit calmement Samuel. Il découvrit curieusement que cette discussion le faisait se sentir finalement plus apaisé, et la boule qui lui bloquait la gorge paraissait disparaître au fur et à mesure qu'il comblait le silence. « Vous trouvez ça naturel, vous, continua-t-il, que par le simple fait que je sois un vampire, je ne puisse pas subir une arrestation normale, par une police normale, dans le cadre d'une erreur judiciaire normale ?» Samuel avait enfin osé lever les yeux vers son interlocuteur, qui le regardait avec une certaine sympathie. Cela eut pour effet de le déstabiliser, et il était prêt à s'excuser quand l'inspecteur prit la parole. « Vous n'avez pas mangé depuis que vous êtes là, je me trompe ?»« Oui, c'est vrai, » avoua Samuel. Spaded poussa un soupir et se tourna complètement face au vampire. « Écoutez, » commença-t-il sur le ton de la confession, « nous vous devons des excuses pour cette arrestation abusive. » Samuel eut un léger temps de flottement. « Nous avions besoin d'un bouc émissaire, » continua l'inspecteur, « et le hasard a voulu que ce soit vous. Je ne peux pas tout vous expliquer en détail, mais disons simplement que nous voulions arrêter quelqu'un, un vampire, et nous lui avons fait croire que nous pensions l'avoir arrêté pour qu'il fasse une erreur. » « Comment ça, je ne comprends pas. On s'est servi de vous pour faire tomber un criminel, monsieur Craig. » Samuel sentit un blanc immense envahir son esprit. Il était prêt à défaillir. Entre soulagement et colère, il ne savait plus quel sentiment choisir. « Je crois que je vais porter plainte, inspecteur. » Spaded le regarda un instant et referma le dossier devant lui. « Non. Je crois que vous allez accepter notre prime de compensation et que vous allez rentrer chez vous. Demain, vous n'irez pas travailler et dans 2 jours, vous reprendrez votre vie normale, point. Et si vous restez bien sage, vous recevrez une belle carte de vœux à Noël prochain. »« Comment » commença Samuel. « Je vais m'occuper de votre retour chez vous, » dit l'inspecteur en se levant. « Et je vais vous faire apporter une poche pour que vous ne partiez pas le ventre vide. » Puis l'inspecteur Spaded sortit de la pièce et s'éloigna dans le couloir sans se retourner. Samuel resta bien une demi-heure là, dans la salle d'interrogatoire, perdu dans les pensées les plus folles. Il se mit au début à rire nerveusement, rêvant d'étrangler cet inspecteur suffisant, puis se mit à repenser à son arrestation. Ainsi tout avait été prévu. Le policier avait dû avoir pour mission de choisir un vampire dans la rue et de l'arrêter, puis d'appeler les Hunters
pour l'emmener devant les yeux de tous, à 2 pas du chantier qu'il dirigeait, devant tous ses employés. Que dirait-il quand il le verrait revenir? Que pensait-il de lui juste maintenant? Qu'avait-il dit à leur famille, à leurs amis? 3 jours qu'il avait été arrêté, et tout ça pour rien, si ce n'est pour arrêter un criminel assez idiot pour se faire avoir par un plan pareil. C'est la voix déshumanisée du Hunter, en faction dans le couloir, qui lui firent prendre contact avec la réalité. La grande masse noire, postée devant la porte, était en train de parler à une femme, outrancièrement vampire, qui le regardait au travers de la vitre. Elle finit par rentrer dans la pièce. Elle était petite, mais Samuel sentit tout de suite qu'elle était bien plus puissante que lui. Elle avait un teint si pâle que sa peau semblait translucide. Et ses cheveux blonds, tressés le long du crâne, et la musculature fine et sèche des gymnastes qui étaient la sienne, lui donnaient pourtant l'air plus que vivante. Elle tenait dans la main une poche de sang et un gobelet en métal. Elle jeta le tout devant Samuel et se tint debout, à ses côtés. Samuel, tout en se sachant homme libre, recommença à se comporter en prisonnier tant la présence de cette femme était d'une grande violence. « Je suis le sergent Ice. Je suis chargé de vous reconduire chez vous dès que vous aurez fini de boire ça. Je crois que je n'ai pas faim. » Le sergent Ice regarda Samuel un instant puis alla s'asseoir sur l'un des sièges qui se trouvait le long du mur. Elle s'appuya contre le dossier, ramena un pied sur le siège et posa les bras sur son genou, puis elle commença à faire tournoyer une petite lame dans ses mains, le plus silencieusement possible. Un temps passa où Samuel ne comprit pas ce qu'elle attendait de lui. « On attend quoi ?» tenta-t-il. « Que vous ayez bu votre poche de sang, monsieur Craig. Mais je vous dis que je n'ai pas faim, donc on peut y aller maintenant. J'aimerais rentrer chez moi, vous comprenez? Prendre une douche, me changer. J'ai ce qu'il faut dans mon frigo pour me nourrir. On ne partira pas tant que vous n'aurez pas bu cette poche. » « Mais pourquoi ?»« Parce que, reprit Ice, mes ordres sont de vous reconduire chez vous une fois que vous vous serez nourri. » Samuel la regarda avec un sourire de dépit et un son mi-rire, mi-soupir lui sortit de la bouche. Il changea rapidement d'attitude quand Ice leva son regard sur lui. Samuel comprit alors que pour cette femme, les ordres n'étaient ni à discuter, ni risibles. Il entreprit d'ôter le bouchon de la poche et commença à verser le contenu dans le verre. Il apprécia le fait que le sang était à la température du corps. Il n'avait jamais vu ce modèle de poche auparavant et il supposa que c'était elle qui conservait le sang à cette chaleur idéale. Encore un outil de la science que les civils n'étaient pas près de voir. Lui et la plupart de ses semblables devaient, pour réchauffer le sang, le mettre au bain-marie, ce qui, chez lui, était souvent signe de catastrophe alimentaire. Il ne comptait plus le nombre de poches foutues parce que laissées sur le feu trop longtemps. C'était le cas depuis qu'il vivait seul, si bien qu'il avait maintenant pris l'habitude de déjeuner froid. Il remplit le gobelet et referma la poche encore suffisamment remplie pour un deuxième service. Il n'avait pas menti quand il avait dit n'avoir pas faim. Mais maintenant que le liquide était là, qu'il pouvait sentir son odeur, il se rappela qu'il avait jeûné 3 jours durant. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti un vertige pareil à la vue de sang. Comme beaucoup, il s'était habitué au rationnement et se nourrissait peu, mais quotidiennement. Et là, devant cette coupe pleine d'un sang visiblement pur, non coupé, à température idéale, ses sens devenaient fous. Sa vue ne faisait plus le point et il dut se retenir pour ne pas céder à la bestialité. « Vous n'en voulez pas ?» osa-t-il même demander. « Il en reste suffisamment pour un autre verre. »« Non, merci, monsieur Craig, » dit Ice d'un ton monocorde, dans lequel Samuel crut discerner un brin de crispation. Samuel ne se retint pas plus longtemps, et tout en essayant de ne pas trop faire trembler sa main, se saisit du gobelet et trempa ses lèvres dans l'épais liquide. L'ivresse fut immédiate. Il pouvait entendre son cœur battre à travers toute la pièce, et était persuadé que le Hunter en armure qui se tenait dans le couloir devait l'entendre aussi. Ses tempes lui faisaient mal, et il sentit vivre l'ensemble de ses membres comme si une paralysie générale prenait subitement fin. Il marqua un temps de pause après cette première gorgée. Il savait depuis longtemps comment se comporter dans un cas comme celui-ci. L'ivresse pourrait durer des heures s'il continuait à boire ainsi, gorgée après gorgée, attendant quelques minutes entre chaque, mais le lieu ne s'y prêtait pas. Il but alors son gobelet d'une traite, goulûment. Cela n'était pas des plus agréables au début, mais au bout de quelques instants, son organisme avait compensé le choc de cette ingestion rapide, et il se sentit en forme comme jamais. Oui, ce n'était pas du sang coupé. Il se rendit compte que ce qu'on lui avait vendu comme du sang pur ces dernières années n'en était que du légèrement moins détérioré que la normale. Ice lui tendit une serviette qu'elle sortit de la poche arrière de son pantalon. Samuel s'essuya brièvement la bouche, puis regarda la jeune femme toujours blanche. Elle jeta un léger regard à la poche sur la table. « Pourquoi vous n'en voulez pas ?» demanda-t-il. « Il est pour vous. Je n'en veux plus maintenant, ce serait de trop. Par contre, il apparaît évident que vous n'avez rien mangé depuis plusieurs jours. Et alors ?» hésita-t-il. « Est-ce que c'est comme ça pour les vampires qui bossent ici? On vous empêche de vous nourrir? Parce que je croyais que si les vampires venaient ici, c'était justement parce qu'ils seraient bien traités. Alors je vous avoue que je ne comprends pas. » Le sergent Ice soupira, le muscle de la mâchoire serré. « J'aime bien l'état de manque. »« Hein? Vous voulez dire que c'est volontaire? C'est pas une punition ou rien, vous ne mangez pas par plaisir? »« Pas par plaisir.
Mais je suis plus efficace quand je suis en manque. Ice s'arrêta net, fixant Samuel. Elle hésita un instant comme si elle se demandait pourquoi se confier à cet inconnu. Visiblement, elle trouva une réponse et reprit. Disons que je suis capable de déplacer la fixation du manque sur ma mission. Vous voulez dire que toute cette monomanie qu'on a quand on est en manque, l'obsession du sang, vous la transformez en concentration? J'ai du mal à y croire. Ice se crispa soudainement. Je veux dire, reprit promptement Samuel, que je vous crois. Mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse y parvenir, c'est beaucoup de travail, je suppose. Ice le regardait s'enfoncer seul dans une gêne qui la fit esquisser un minuscule sourire. Après avoir vérifié que Craig ne s'en était pas aperçu, elle se leva. Maintenant que vous avez mangé, on peut y aller. Samuel resta assis. Un instant, dit-il, j'aimerais votre avis sur un point. Ice s'arrêta silencieuse. Vous êtes au courant pour la raison de mon arrestation? Oui. Et vous trouvez ça normal? Je veux dire, en tant que vampire, ça ne vous révolte pas de voir qu'on a peut-être détruit ma vie, ma crédibilité professionnelle? Tout ça pour arrêter un criminel? Tout ça est légal, monsieur Craig. Le seul point qui sort du cadre juridique est la compensation financière que vous allez recevoir. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire, sergent. On n'aurait jamais fait ça à un citoyen humain. Mais nous, comme nous sommes des vampires, ils se permettent de pourrir nos vies, au nom d'une loi toujours en notre défaveur. Je vois ce que vous voulez me faire dire, mais je ne le ferai pas. Nous sommes des vampires et l'injustice est que nous ayons un pouvoir que les hommes n'ont pas. Donc la loi pour contrebalancer les forces et je suis fier de les aider à l'appliquer. Je vois, conclut non convaincu Samuel. Je suis prêt à rentrer maintenant. Le sergent Ice guida Samuel à travers les couloirs de la tour. Il avait l'impression de visiter les coulisses du lieu où il fut, 3 jours durant, un acteur involontaire. Les couloirs grouillés de vie. Partout des inspecteurs, des juristes se dépêchaient de se rendre d'un point A à un point B pour des raisons dont ils étaient les seuls à se soucier. Ice le conduisit tout d'abord à un guichet où il put récupérer ses effets personnels. Son pardessus, son chapeau, et puis le classique portefeuille débordant de papiers divers, et sa mallette d'où n'avaient pas bougé les contrats urgents qu'il aurait dû déjà renvoyer. Il allait partir, mais l'homme au guichet lui remit encore un sachet de papier brun. Il mit un temps à se rappeler ce que c'était, mais il lui revint alors qu'il sortait de chez son parfumeur quand il avait été arrêté. Il se rendit compte alors qu'il devait dégager une odeur désagréable. Il inspira un peu d'air. Quand celle-ci emplit son nez, il se fit la réflexion qui lui était arrivée, notamment les lendemains de virée entre amis, d'être bien plus rebutant. L'avantage d'être un vampire, c'est que l'on ne sue pour ainsi dire pas. L'inconvénient, c'est que l'on a naturellement tendance à sentir le renfermé, voire la viande morte. Rien de plus désagréable quand on se prétend encore en vie. Samuel se retint néanmoins d'user du flacon que contenait le sac, c'eût été un peu hors de propos. Il aurait tout loisir de prendre possession de son corps une fois clos entre les 4 murs de son appartement. Une chose qui frappa Samuel, alors que le sergent Ice lui faisait traverser d'autres salles et d'autres couloirs, fut que personne ne semblait prêter attention à eux. Seules certaines personnes, visiblement des premières classes, saluaient le sergent de façon presque imperceptible et mécanique. Ice s'arrêta à un nouveau guichet où, après avoir signé un document, on lui remit des clés. Ils prirent alors un ascenseur et descendirent dans ce qu'il comprit être les sous-sols de la tour. Il faisait encore jour dehors. Samuel put s'en rendre compte sur l'horloge dominant la porte d'entrée du garage, devant laquelle il se tenait. Il était 15 heures passées. Samuel profita de ce que le sergent Ice était absenté pour régler l'heure de sa montre à gousset, qu'il avait pu remettre dans la poche de son veston. Depuis les 5 ans qu'il possédait cette montre, il n'avait jamais eu à la remettre en marche. Pour un vampire, remonter quotidiennement le mécanisme de sa montre est une question de survie. Quand le sergent Ice revint, elle avait revêtu son armure. Une version très allégée de celle de ses 2 collègues qui la rejoignirent un instant après. En plus du casque, elle ne portait qu'une protection au cou et au cœur, d'énormes bottes qui lui donnaient une curieuse silhouette, et un gant métallique qui recouvrait tout l'avant-bras droit. Son épaulette, à l'instar de celle de ses 2 collègues, était entièrement chromée. Samuel savait que chaque unité des Hunters, dans un esprit de corps purement militaire, aimait à se parer d'atours propres. Il avait toujours trouvé ce concept des plus ridicules, mais à cet instant, il ressentit presque une fierté de voir cette femme, vampire, pouvoir s'intégrer ici. Il faut dire qu'il était déjà un vampire depuis longtemps quand les VHB acceptèrent pour la première fois un dentu dans leur rang. Maintenant, il lui apparaissait bien accepté, voire même primordiaux dans cette police. Alors qu'il se dirigeait vers l'un de ces véhicules spécialement conçus pour transporter les vampires de jour, Samuel rompit le silence qui s'était installé entre eux depuis la salle d'interrogatoire. « Je viens de penser à une chose, commença-t-il. Mon immeuble n'est pas équipé de sas pour les entrées diurnes. Ce véhicule est équipé d'un sas mobile, répondit sèchement Ice en ouvrant la porte coulissante sur le côté du véhicule. Elle fit signe à Samuel de monter à l'arrière et elle le suivit. Les Hunters en armure avaient pris place à l'avant du véhicule. Durant le trajet, Samuel ne put que constater que, malgré leur modernité technique, les véhicules des Hunters n'avaient pas été conçus pour le confort des voyageurs.
De plus, la totale isolation d'avec le milieu extérieur, et son estomac encore rempli de sang, était à 2 doigts de le rendre nauséeux. Il leur fallut bien 1 heure pour rejoindre l'immeuble de Samuel. Il entendit alors les 2 hunters sortir et s'affairer pour installer le sas mobile. Puis le sergent Ice, ayant certainement reçu le feu vert dans son casque, ouvrit la porte. Samuel eut un instant d'appréhension, mais il vit que le sas était très bien installé. Les vampires ne sont pas égaux face au soleil. Certains auraient pu par exemple sortir du véhicule en plein jour et rejoindre l'immeuble sans trop de problèmes. Samuel, lui, était de ceux dont la moindre exposition causait de graves dommages. Il descendit alors suivi par le sergent Ice. Arrivé à la porte de l'immeuble, elle le dépassa et entra la première. Elle entreprit de regarder le couloir et la cage d'escalier. « Il y a un panneau qui n'est pas fermé au 3e, dit-elle. « Enzo ?» Samuel mit un temps à comprendre qu'elle ne s'adressait pas à lui. Ils attendirent un instant que le hunter accède au sas, en passant par la cabine de pilotage du véhicule, et de là à sa section arrière. Il semblait contrarié. Samuel se doutait bien que ce genre de mission n'était pas la panacée pour des hommes préparés au combat. S'il s'agissait bien d'un homme, car à vrai dire avec ses armures et leurs surnoms improbables, le sexe des hunters était difficile à deviner. Le hunter entreprit quand même l'ascension des escaliers. Il était stupéfiant de voir que, malgré le poids que devait représenter l'armure, il n'était aucunement incommodé. Il referma le volet laissé ouvert et Ice et Samuel le rejoignirent au 4e étage où Samuel avait son appartement. Voilà 3 jours qu'il attendait de pouvoir accomplir ce simple geste. Tourner la clé de chez lui. Il ouvrit la porte et entra en reproduisant machinalement les gestes qu'il faisait chaque fin de nuit. Il posa sa mallette sur le meuble d'entrée, puis son pardessus et son chapeau sur le porte-manteau. Il se retourna alors vers le sergent Ice qui se tenait dans l'encadrement de la porte, avec derrière elle la silhouette imposante du hunter Enzo. « Ne me dites pas que vous ne pouvez pas entrer sans y être invité, dit-il sur le ton de la plaisanterie, avant de se rappeler que le sergent Ice n'était pas enclin à ce genre de pratique. « Vous ne croyez pas si bien dire, monsieur Craig, reprit-elle le plus sérieusement possible. Nous n'avons pas de mandat, aussi nous ne pouvons pas entrer sans votre autorisation. » Samuel les regarda un instant. « Vous n'avez de toute façon aucune raison de rentrer, non ?»« Non. Nous attendons juste que les greffiers enregistrent votre retour à domicile. » Samuel se souvint alors que les casques des hunters transmettaient directement dans la tour des images de leurs interventions. Innovation technique qui l'avait toujours stupéfait et de la véracité de laquelle il doutait encore. « Oh, je vois. Eh bien, entrez en attendant. Je peux vous servir quelque chose à boire, Hunter Enzo ?» Cela faisait bientôt 1 heure que les hunters étaient repartis. Depuis, Samuel n'avait cessé de tourner en rond, ne pouvant pas se résoudre à aller dormir comme son organisme le lui réclamait. La nuit ne tarderait plus. C'eût été une perte de temps maintenant, et puis il se sentait emprisonné chez lui. Il n'avait pas ressenti cette claustrophobie depuis longtemps. En fait, depuis 3 jours, il revivait tout ce dont il se croyait débarrassé. La faim, la justice et la peur. Ce qui avait rythmé les premiers temps de sa vie de vampire. Samuel finit par allumer son récepteur radio. Il tourna le bouton en tous sens jusqu'à trouver une radio qu'il affectionnait particulièrement, où l'on diffusait de vieux airs de jazz. Les jazzmen d'aujourd'hui ne le faisaient pas voyager aussi loin de ses troubles que ceux d'avant la crise. Le son était crépitant dû à la mauvaise qualité de ses enregistrements, mais il participait à cet aspect désuet qu'il aimait. Il prit un verre sur sa commode et ouvrit un placard. Là, il trouva ce qu'il cherchait, une bouteille de whisky à peine entamée. Il ôta le bouchon et inspira de l'air au-dessus. L'odeur sembla lui convenir. Il se servit un petit fond de verre, reboucha soigneusement la bouteille et la remit en place. Puis, il s'assit sur son fauteuil à côté de la radio et vida le fond de verre. Il conserva le liquide dans la bouche, le faisant tourner et tourner sur sa langue, après s'en avoir jamais perdu le sens du goût. Quand l'arôme de whisky eut enrobé sa bouche, il recracha le liquide dans le verre et, fermant les yeux, en apprécia encore longtemps les saveurs. Tandis que Robert Johnson entamait Sweet Home Chicago, il s'assoupit. Quand il se réveilla, ce fut tout d'abord sa propre odeur qui le dérangea. Il n'avait pas pris la peine ni de se changer, ni même de se doucher. Il regarda l'heure sur son horloge, 22 heures passées. Il se dirigea vers la salle de bain tout en se débarrassant de ses vêtements, puis entra dans la baignoire sabot et tira le rideau. Il resta bien 20 minutes sous l'eau avant de prendre le savon. Une fois suffisamment propre à son goût, il resta encore un temps dans la salle de bain pour enlever toute trace de ces 3 jours sur son corps, notamment la crasse sous ses ongles. Il avait passé le plus clair de son temps dans la cellule à passer ses doigts dans les rainures des plaques métalliques. Tout ça pour passer le temps. Enfin, il utilisa le parfum qu'il avait acheté le jour de son arrestation. C'est nu qu'il retourna dans le salon pour ouvrir ses fenêtres et ses volets. Il se regarda un instant dans le reflet de la vitre. Son corps ne bougeait pas. D'année en année, il restait le même. Il commençait à trouver cela effrayant. On pouvait voir parfaitement ses muscles sous sa peau, et également les lignes que traçaient ses côtes. Il aurait voulu reprendre un peu de poids, mais pour cela, il lui faudrait toujours se nourrir comme il avait fait aujourd'hui, dans la tour des Hunters. Et ça, il n'en avait pas les moyens. Il dirigeait certes une entreprise de construction, mais celle-ci ne fonctionnait pas si bien qu'avant. Il avait beaucoup de salaire à verser avant le sien, si bien qu'il gagnait moins que ses contremaîtres.
Il se rendit dans sa chambre et hésita un instant avant de se vêtir. Il n'allait pas se rendre au chantier aujourd'hui, il ne se sentait pas encore prêt à affronter le regard de ses employés. Il repoussa donc ses complets pour se saisir de vêtements plus appropriés à une nuit de congé. Il alla ensuite se peigner et plaqua ses cheveux noirs avec la gomina. Samuel faisait partie de ceux qui ne se souciaient pas des nouvelles modes vestimentaires. Une fois dans le salon, il prit son pardessus, son chapeau et sortit de chez lui. Tout en descendant l'escalier de son immeuble, il entreprit de vérifier dans son portefeuille les dates figurant sur ses bons alimentaires. C'était bien depuis hier qu'il pouvait aller chercher du sang humain à la banque de son secteur. Il se dirigea donc vers Saint Louis Street, où il monta dans le premier tram qui passa. Samuel passa à la banque de sang pour récupérer les 10 poches dont il pouvait bénéficier ce mois-ci. Il ajouta quelques dollars à son bon d'échange pour convertir 2 d'entre elles contre du sang plus pur. Puis il passa à récupérer quelques poches de sang de porc dans un débit sur la route du retour. Il n'aimait pas croiser des humains quand il portait ainsi ses lourds sacs de course. Les regards étaient toujours étranges selon lui, plus qu'à l'accoutumée en tout cas. Il passa ensuite dans une boutique au coin de sa rue pour acheter quelques aliments pour ses éventuels invités humains. Samuel avait pour ainsi dire plus d'humains que de dentus dans son cercle d'amis. Et ceux-ci savaient pouvoir s'inviter à manger chez lui. Il s'avérait même que Samuel, grâce à son sens du goût préservé, était un excellent cuisinier. Quand il rentra de nouveau chez lui, il se fit la réflexion qu'il n'avait plus pensé à ses jours de détention. C'était une bonne chose. Maintenant, il lui fallait renouer avec ses employés pour préparer son retour, le lendemain. Il entreposa les aliments des 2 genres dans son frigo, puis se saisit du téléphone. Il fit tourner le cadran mécaniquement et entendit la sonnerie à l'autre bout de la ligne. Quand on décrocha, il entendit répondre une voix familière. « Ouais, Jefferson, c'est Craig. » Samuel sentit un brin d'anxiété le gagner alors que son second mettait du temps à répondre. « Eh bien, chef, content de vous entendre. Et moi donc, tout se passe bien sur le chantier ? » « Eh bien, oui. On attend votre retour. Un policier est venu nous dire hier que vous alliez ressortir et que vous n'étiez coupable d'aucun crime. Je peux vous assurer que les gars le savaient depuis le début, chef. Ça fait plaisir à entendre, Jefferson. Et vous dites qu'il est passé la nuit dernière ? Ouais, un flic du 15e, pourquoi ? Parce que ces enfoirés m'ont laissé sortir que cet après-midi. Mais il a dit quoi d'autre ? Rien de plus, chef. Juste que vous n'étiez là que pour le cas d'une enquête, mais que rien ne vous était reproché. Vous passez au chantier cette nuit ? Je ne pense pas, reprit Samuel après un temps. Si tout se passe bien pour vous, je crois que je vais prendre cette nuit encore. Je serai là demain. Pas de problème, chef. Je m'en sors. Bon, je dis pas qu'il y en a pas quelques-uns qui en ont profité pour pas venir. Mais je vais prendre les dispositions pour que tout le monde soit là demain. Et je vous ferai une liste des absences. Merci, Jefferson. À demain. Samuel était de nouveau énervé après les Hunters. Ainsi, ses employés le savaient sorti d'affaire avant lui. Il ne put s'empêcher d'avoir à l'esprit le visage de l'inspecteur Spaded et son petit sourire suffisant. Il décida qu'il était peut-être temps de goûter à nouveau à l'ivresse ressentie l'après-midi, et même s'il avait encore le ventre plein, il connaissait d'autres méthodes bien plus radicales que l'ingestion de sang pour qu'un vampire s'enivre. Il reprit ses affaires et ressortit de chez lui. Samuel se rendit compte que la plupart des adresses qu'il connaissait étaient fermées depuis longtemps. Plus de Lou's Bloody Pub à Northwall, plus de Daylight à Foreign Beach. Samuel passa la nuit à retrouver les traces de ces bars plus ou moins clandestins où les vampires pouvaient se laisser aller à quelques pratiques interdites, mais rien. Il se sentait de plus en plus minable à mesure que les heures défilaient. Il décida finalement de se rendre à l'un de ces bars plus sélects, où, à défaut de pouvoir bafouer les lois, on pouvait boire quelques mélanges particuliers en regardant des femmes dénudées se trémousser sur scène. Il était près de 4 heures quand il entra dans le Lilith's Pub. Il était 4h15 quand il en ressortit. Juste le temps de commander un verre de sang légèrement oxygéné dans la limite légale et de le boire en recherchant dans la salle un visage familier, puis de se rendre compte qu'il n'était vraiment plus un être de la nuit. Des années durant, il avait écumé ces endroits avec une bande de vampires fêtards et bruyants, tous bien plus jeunes que lui. Et ils s'étaient tous soit assagis, soit disparus de la circulation, voire étaient arrêtés pour avoir dépassé les bornes. Giraud, par exemple, avait copé de 10 ans pour avoir arraché l'oreille d'un barman qui refusait de le servir. Et puis Gail, sa femme, qu'il y a 15 ans maintenant, après avoir ingéré une de ces drogues qui circulaient en masse à l'époque, était sortie en plein jour dans un délire morbide. Et Samuel, impuissant, l'avait vu se consumer au beau milieu de la rue. Son moral était au plus bas. Il voulait appeler Jane, l'une de ses amies humaines qui aimait les virées nocturnes, mais se rappela que depuis 2 semaines, elle travaillait les matins dans un drugstore dans les quartiers des affaires. Bref, elle lui en voudrait sûrement de la réveiller à 7 heures. Avant de sortir du bar, Samuel avait regardé le compteur qui précisait aux clients le temps restant avant le lever du soleil. Il en avait encore un peu pour se promener avant de rentrer. Il se décida pour un cinéma non loin de chez lui, une salle qui ne diffusait que des informations et dans lequel, pour un prix dérisoire, on pouvait entrer et sortir comme on le voulait durant la journée.
Il alla s'asseoir au fond alors que les informations politiques s'achevaient sur la visite du ministre de l'immigration australien. Les Australiens refusaient toujours les citoyens vampires sur leur territoire, mais à ce qu'il comprit, ils allaient augmenter le contingent d'humains qui pourraient immigrer chez eux. Comme beaucoup, Samuel était fasciné par ce pays du bout du monde, la plus grande nation humaine, la première puissance mondiale. Il avait été surpris quand on lui avait appris qu'il y avait là-bas, en réalité, autant d'habitants qu'à N2O. Il enviait cet espace et espérait vraiment qu'un jour, les vampires aussi pourraient y immigrer. En fait, dans son rêve, lui seul serait autorisé à le faire et les plus belles des femmes et les hommes les plus vigoureux devraient s'inscrire des mois à l'avance pour avoir la chance de lui donner leur sang. Et ce ne seraient pas des poches qu'on lui servirait, mais des coups, dans lesquels il serait autorisé à mordre. Samuel resta ensuite dans la salle pour la projection des informations mondaines et put voir la vie des acteurs étalée. Il adorait cela. Après avoir noté dans son esprit les 2-3 ragots dont il pourrait se discuter demain avec sa comptable, il reprit le chemin vers chez lui. Il croisa dans l'escalier la fille de ses voisins qui, comme à l'accoutumée, lui lança un léger sourire. Elle avait été vampirisée à fin thérapeutique il y avait maintenant 10 ans, alors qu'elle était condamnée en raison d'un cœur malade. Elle n'avait qu'une chance sur 1000 d'être tirée au sort, et, à la voir, c'était comme si une bonne fée s'était penchée sur son berceau tant elle débordait de mièvrerie. Depuis reconnaissante, elle s'occupait des malades sans ressources dans une fondation dont Samuel avait oublié le nom et dont il n'avait pas vraiment grand-chose à faire. Elle venait également rendre visite à ses parents toutes les fins de nuit et repartait toujours à la même heure, celle où justement Samuel rentrait chez lui. Une fois, il l'avait trouvée encore plus sotte que d'habitude et en découvrit la raison une fois à sa porte. Un petit panier enrubanné contenant des fleurs séchées avait été déposé sur son paillasson. Cela faisait maintenant 2 mois, il n'avait pas cessé dès lors, en la croisant, d'avoir la même pensée. Quel idiote. Mais pourtant les fleurs séchées étaient toujours en place sur sa table de nuit, quand bien même elles fussent depuis longtemps éventées. Samuel tourna la clé, ouvrit la porte et jeta sur le porte-manteau sa veste et son chapeau. Il fit quelques pas dans son appartement avant qu'une sensation, qu'il savait avoir éprouvée il y a des années, ne lui parvint. C'était ce poids sombre que les proies ressentent au fond d'elles quand un prédateur rôde non loin. Samuel n'était pas seul. Quand il entra dans le salon, il put entendre le plancher de sa chambre craquer, voir une ombre se découper devant la fenêtre, et, dans son propre fauteuil, un verre de son whisky à la main, il put reconnaître la silhouette d'un vampire familier. « Vous rentrez tard, chef. » Samuel comprit assez vite que les 3 hommes présents avaient dépassé le cadre des revendications syndicales. Celui qui se trouvait toujours dans le fauteuil, il l'avait recruté il y a 3 mois déjà sur le chantier, et avait vite découvert qu'il était un activiste très engagé dans la lutte des droits des ouvriers vampires. Parmi les 2 hommes qui se tenaient maintenant de part et d'autre de lui, et qui visiblement l'empêcheraient de sortir s'il lui en venait l'idée, il put reconnaître l'un de ses autres ouvriers. L'autre, un grand gaillard au visage de boxeur, il avait déjà vu à la sortie du chantier attendant ses amis. Carson, celui qui sirotait toujours son whisky, n'était pas non plus un petit gabarit, et Samuel savait bien ne pas faire le poids. Il lui était inutile d'envisager la moindre tentative d'en venir à la force. Aussi décida-t-il de venir s'asseoir naturellement sur le fauteuil en face de lui, qui traditionnellement lui servait à reposer ses pieds. « Qu'est-ce que vous faites chez moi » demanda-t-il une fois bien installé. « Nous sommes juste là pour une petite conversation, monsieur Craig, rien de plus. Vous auriez pu me prévenir de votre visite, j'aurais pu prévoir quelques collations. » Visiblement, Carson n'était pas préparé à ce que Samuel ne laisse pas transparaître ne serait-ce qu'un minimum de peur. Il eut comme un doute dans le regard. Il faut savoir que chez les vampires, il est impossible de présager de la force de chacun. Tellement de facteurs entrent en compte, l'âge, le géniteur et les dons particuliers que chacun possède de façon largement arbitraire. Il aurait parfaitement été possible que Samuel soit capable en quelques instants de se débarrasser des 3 intrus. C'est du moins ce que son attitude laissait paraître. C'était là son bluff. Car Samuel se savait certes plus âgé que les 3 réunis, mais complètement dépourvu de tous les talents qui font d'un vampire un grand combattant. Même sa force n'était guère plus importante que celle d'un humain un minimum entraîné. « Je vous ai souvent observé sur les chantiers, monsieur Craig, » reprit Carson, « et je me suis toujours demandé ce qu'il se passait réellement dans votre tête. C'est-à-dire ? Eh bien, mais avant vous souhaitez peut-être un verre. » Craig resta de marbre alors que Carson esquissa un sourire. « Soit. Je me demandais donc ce qu'un vampire comme vous avait dû vivre pour pouvoir continuer à bosser toutes les nuits et participer à la construction de cette ville où, finalement, il n'avait pas sa place. Je me disais, merde, ce gars-là doit savoir ce qu'il fait. Ça me paraissait évident que vous aviez autre chose, une issue de secours, un vice caché pour pouvoir subir tout ça à longueur d'année. Et puis là, ce soir, après avoir visité un peu où vous crèchiez, eh ben rien. Pas de trace d'une quelconque autre vie que celle de construire des résidences où visiblement vous n'aurez pas l'opportunité de vivre. Vous trouvez pas ça pathétique ? Écoutez, Carson, je ne vois pas où vous voulez en venir. C'est un bon ouvrier, même si un peu trop absent à mon goût. Vous m'avez l'air aussi d'être un bon syndicaliste et il paraît que vous êtes un bon mari. Ma façon de diriger ma société semble vous convenir puisque vous n'avez toujours pas appelé à la grève, donc ma question va être simple. Qu'est-ce qui vous prend de pénétrer chez moi, d'essayer de m'intimider avec vos hommes de main et de vous permettre de juger de ma façon de vivre ? Un silence palpable s'installa. Samuel pouvait sentir la présence des 2 vampires qui se tenaient maintenant derrière son fauteuil.
Carson regardait le fond de son verre comme s'il était désolé de ce qu'il avait à faire. « Vous savez, commença-t-il en regardant vers l'une des fenêtres, cette ville ne va pas continuer à vivre ainsi éternellement. Franchement, vous y croyez encore? La cohabitation était juste un moyen de survivre un temps. Mais bientôt, je veux dire malgré leur contrôle, la proportion de vampires par habitant continue de croître. Bientôt le sang viendra à manquer. Les plus faibles d'entre nous commenceront à se sentir mal, attaqueront les humains et le massacre recommencera une nouvelle fois. Et alors? Quelle opportunité pour nous? Prendre le pouvoir? Pour faire quoi? Comme les nations européennes, mettre les humains dans des camps, revenir à l'âge des castes, du sang pour les vampires les plus forts et les autres on les laisse crever ou se battre pour des carcasses de rats? Je vais vous dire, Greg, il est temps de réfléchir à la société qu'on veut pour demain. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. La politique des humains les conduit à leur perte et par conséquent à la nôtre. Il est plus que temps de leur imposer notre volonté. Mais en quoi cela me regarde? Qu'est-ce que vous voulez? Carson reposa le verre sur la table basse et se pencha vers Craig. Un monde où les vampires dirigent et où les humains seraient bien plus nombreux. Et pour cela réduire le nombre de nos concitoyens. Ceux qui profitent d'un système qu'ils n'ont créé que pour eux. Un monde sans les castes dominantes qui à travers le monde détruisent les vies de millions de nos semblables. Un monde où les Carlton Barst et autres vampires du gratin feront la queue comme nous tous pour leur poche de sang. Ça ne tient pas debout votre histoire. Des humains plus nombreux que vous dirigeriez, des vampires tous égaux. C'est amusant, on dirait un conte pour enfants vampires. Enfin, si les vampires se reproduisaient comme ça. Dites-moi comment vous comptez faire ça. La sorcellerie peut faire beaucoup. Les humains en sont des cibles faciles, multiplication, manipulation mentale. Vous n'imaginez pas ce que les sorciers de l'organisation ont découvert depuis quelque temps. Quelle organisation? Avez-vous déjà entendu parler de Daemon, monsieur Craig? Demanda Carson en baissant la voix comme s'il s'agissait d'un nom sacré. Et ce nom fit justement rejaillir chez Craig de très vieux souvenirs, de ses premiers temps de vampire. Tous en parlaient alors comme d'un demi-dieu, de celui qui les guiderait au pouvoir. Un mythe, avait-il vite admis. Croyant l'existence de Daemon? Et c'est pour ça que vous êtes venu me déranger? Pour rejoindre je ne sais quelle secte? Carson serra fermement la mâchoire et se leva plein de dépit. « Emmenez-le, qu'on en finisse. » À cet ordre, Samuel sentit des mains l'agripper derrière lui et le traîner jusque dans sa chambre. Leur emprise était tellement forte qu'il se déboîta l'épaule en essayant de se débattre. Alors qu'il allait commencer à crier, Carson vint le bâillonner. En moins d'une minute, il se retrouva lié à son lit qu'ils avaient dû poser en son absence à la verticale. Carson se tourna alors vers la commode sur laquelle reposaient de longs pics métalliques. Il se saisit d'un et l'enfonça fermement dans le torse de Samuel, avant de le retirer en le faisant tourner. Du sang jaillit à gros bouillons de la plaie béante et Samuel crut défaillir avant que son système de guérison ne fasse se refermer la plaie. Mais il souffrait encore quand Carson se posta devant lui. « Bien, excusez-moi d'en venir à ces méthodes, mais l'aube approche et nous avons besoin de quelques réponses au plus vite. Je vais donc enlever votre bâillon et vous y répondrez si vous ne voulez pas que je recommence. Nous sommes compris ?» Samuel acquiesça tremblant, complètement paniqué. Une fois le bâillon enlevé, il gémit. « Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'avez-vous dit au Hunter, monsieur Craig ?» Hein? Samuel était abasourdi. C'est comme si deux cauchemars se mélangeaient et finissaient par se justifier mutuellement. Qu'avez-vous dit aux Hunters au sujet de l'entrepôt? Mais quel entrepôt? Votre entrepôt, celui de North Bay. Ne jouez pas au con avec moi. Mais cela fait des années que je n'utilise plus cet entrepôt. Ça, on le sait. Carson tendit le bras et l'un de ses comparses lui tendit un pic. Carson en posa la pointe au niveau du cœur. Samuel put sentir le métal s'enfoncer de quelques centimètres avant de s'arrêter. Ce que nous voulons savoir, c'est pourquoi il a été vidé de ce que nous y avons entreposé, et pourquoi cela a disparu alors que vous étiez curieusement escorté chez cette putain de police fasciste. Samuel ouvrit les yeux et releva la tête pour regarder son bourreau. Vous aviez un plan? C'est ça? Ce que vous me racontiez tout à l'heure, vous alliez le faire. Tuer les vampires et les hommes au pouvoir pour prendre leur place. Mais ils ont trouvé ce que vous aviez caché. Samuel se mit à rire de bon cœur. Il ne ressentait plus de peur, plus de douleur, comme si une folie douce le gagnait complètement. Seulement, il ne savait pas qu'il l'avait caché. Qu'est-ce que vous racontez? Ils vous ont eu comme des cons que vous êtes. Carson regardait le visage hilar de Samuel avec une inquiétude de plus en plus grandissante. « Vous saviez, reprit Samuel, que ça marche vraiment leur caméra miniature. Ils ont même des micros qui peuvent planquer partout. J'avais vu ça aux informations au cinéma, je n'y croyais pas jusqu'à maintenant. Mais depuis que j'ai vu ce que vos amis avaient sur le torse... » Et Samuel se remit à rire. Carson se retourna vers ces deux hommes et vit sur leur poitrine des points rouges, comme des insectes impalpables s'agitaient en tous sens. « Hé, Carson !» avait-il Samuel. Il n'était plus hilar maintenant, mais plus menaçant qu'il ne l'avait jamais été. « Vous inquiétez pas, vous êtes le même sur le front. » Le dernier geste que Harry Carson fit de son vivant fut de lever les yeux vers son front avant que celui-ci n'explose. La scène qui se déroula devant ses yeux, Samuel ne l'oublierait jamais. Il fut le spectateur privilégié d'une violence maîtrisée, efficace et redoutable, telle que celle que l'on aurait pu attribuer aux héros de l'Antiquité. Alors que le corps de Carson n'avait pas encore touché terre,
2 carreaux d'arbalète vers de la fenêtre se plantaient dans les torses de ses 2 acolytes. L'un d'eux tomba complètement paralysé alors que le deuxième, celui que Samuel connaissait comme l'un de ses ouvriers, Daniel Brocho ou Bracho, il ne savait jamais bien, arracha la flèche passée très près de son cœur et partit en un éclair vers le salon. De sa chambre, Samuel le vit se diriger vers la porte d'entrée qui explosa alors, sous la pression de la lourde botte d'un hunter. Ce dernier entra et Samuel ne put qu'être stupéfié par sa taille. Déjà les hunters avaient leur stature pour impressionner, mais celui-ci dépassait de loin tous ceux qu'il avait pu voir. Visiblement, Daniel en fut également surpris et trébucha en arrière. Le hunter qui venait de faire éruption et qui arborait comme arme ce qui s'apparentait une hache, uniformément noire, hormis son tranchant au reflet argenté, était suivi par 2 autres hunters, Ice et celui qu'il connaissait sous le nom d'Enzo. Il ne fallut qu'un instant à Ice pour envoyer un carreau dans le cœur du vampire à terre. Les 3 hunters présents entrèrent alors dans la chambre où Samuel se trouvait toujours attaché à un pieu métallique pendant toujours de la plaie saignante. Samuel était fasciné par l'aspect bestial qui se dégageait d'eux. Le plus grand, celui à la hache, lui apparaissait tel un minotaure. Ses oculaires dégageaient une lueur rouge, intense. Et de derrière sa nuque, un nuage de vapeur sortit soudainement de l'armure, comme la respiration d'un buffle dans le froid. Ice s'approcha de lui et il vit qu'elle le regardait, de la tête aux pieds. Il comprit qu'elle envoyait alors puger les images de son état physique. Un 4e hunter entra dans la salle. Samuel reconnut sur son épaulette le grade des lieutenants, ceux qui dirigeaient les unités sur le terrain. Il sembla converser avec ses hommes, mais aucun son n'était audible. Enfin, Ice, après avoir fini son examen, se retourna vers eux et le lieutenant acquiesça à sa demande muette. Elle enleva alors avec minutie le pic sur la poitrine de Samuel. Le hunter Enzo lui tendit un drap de lit qui traînait là et elle épongea le sang, qui coulait encore de la plaie. Pendant ce temps, le colosse traîna les 2 vampires paralysés au milieu du salon. Un 5e hunter était maintenant entré. Il portait un long fusil et Samuel comprit que c'était lui qui avait dû, d'un immeuble voisin, abattre Carson. Samuel ne ressentait rien. Il prenait les informations comme elles venaient. Pas un mot n'avait été échangé depuis ce coup de fusil. Rien. Il regarda Ice le libérer avec l'aide d'Enzo. Leur lieutenant semblait communiquer un rapport, mais toujours sans aucun son ne traverse son casque. Et les 2 autres surveillaient les 2 vampires prisonniers, puis d'autres gens arrivèrent qui portaient les uniformes des hunters, mais sans armure. Ils commencèrent à prendre le corps de Carson en photo, et l'un d'eux se pencha sur les blessures de Samuel. On l'avait assis sur son fauteuil maintenant, et petit à petit le monde redevenait sonore. « Il lui faudra à peine 1 heure pour récupérer des lésions, sergent », dit l'homme qui l'auscultait en se retournant vers Ice. « Bien. » Elle enleva alors son casque et regarda un instant Samuel droit dans les yeux. « Je suis désolé pour ce qu'on vous a fait », finit-elle par dire. Samuel resta muet. Il était encore complètement insensible à ce qui se passait. Le sergent commença à s'éloigner et c'est seulement qu'il prit conscience que c'est à lui qu'elle s'adressait. « Je comprends, » dit-il. Elle se retourna un instant et ce que Samuel lut alors dans son regard, il ne s'y attendait pas. Ce n'était pas là la réponse qu'elle voulait. C'était de la culpabilité qu'il voyait, il comprit qu'elle aurait voulu que Samuel lui en veuille et le lui dise. Elle ne voulait pas de pardon. Le lieutenant de l'unité rappela son sergent et Ice remit alors son casque et s'éloigna. Quelques secondes plus tard, l'unité 15-1 des Vampire Hunter Brigades avait quitté son appartement et sa vie. Il y avait bien une 20aine d'agents maintenant dans l'appartement de Samuel. Des fourmis, voilà à quoi ressemblaient ces hommes. Des fourmis occupées à nettoyer l'endroit où les prédateurs s'étaient affrontés. Tous arboraient un 15 en tête de leur matricule. Et Samuel ne fut pas surpris quand l'inspecteur de leur section, Spaded, entra à son tour. Il le vit signer un formulaire qu'un assistant lui tendait, puis le cherchait du regard. Quand il vit Samuel, l'assurance de l'inspecteur chuta sensiblement. Il inspira profondément et vint s'asseoir dans le fauteuil en face de lui. Les agents avaient tout juste, après s'être occupés du cadavre et des prisonniers, remis en état de façon sommaire les volets de la chambre et la porte. L'eau pouvait donc arriver. L'inspecteur Spaded se montra bien plus conciliant que lors de leur première entrevue, même s'il avait du mal à avouer avoir menti. « Si on regarde bien les faits, vous nous avez vraiment aidé à arrêter un criminel. C'est juste sur l'ordre des choses que j'ai été un peu flou, » dit-il avec un ton vaguement débonnaire alors que la conversation s'engageait sur un ton plutôt courtois. Samuel ne comprenait pas pourquoi il ne ressentait plus de colère. C'est tout en continuant à remettre en cause les agissements de l'inspecteur, pour la forme plus qu'autre chose, que son esprit commença à lui donner les clés de son humeur inattendue. Il comprit qu'il n'était pas comme Carson, qu'il ne l'avait jamais été. Il n'aspirait pas à une vie meilleure, surtout pas aux dépens de celle des autres, de celle des humains, ou des siens, quels qu'ils furent. Au contraire, ce qui le rendait presque heureux des événements, c'est qu'il s'était sacrifié pour la cause qu'il trouvait bonne, même si tout avait été involontaire. Enfin, c'était quand même grâce à lui qu'un terroriste, prêt à passer à l'acte, avait été arrêté. Alors qu'il avait été utilisé par la police comme appât pour des vampires, prêt à tout pour une cause inepte, il se sentait pourtant maître de sa vie, plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il n'écoutait plus ce que l'inspecteur lui disait et ne regarda même pas le contenu de l'enveloppe qu'il lui tendit. En fait, il ne s'intéressa à lui que quand ces derniers lui demanda une 2e fois « Alors nous pouvons nous considérer comme quittes ?» Samuel le regarda vivement. Oui, il avait du pouvoir. Le regard de Ice avant son départ le prouvait. Il y avait toujours une flamme de démocratie dans ce pays et le fait qu'on lui ait bafoué ses droits lui donnait un statut plus qu'important, celui de victime d'un système. Il ne pourrait pas en user bien longtemps, et se demanda donc ce qu'il pouvait avoir de plus que cette conséquente enveloppe. « Je crois que vous savez qu'en tant qu'homme ayant connu l'avant-crise, j'ai toujours en moi un sens de l'honneur très vieille école, inspecteur. Je crois donc savoir ce qui pourrait nous rendre parfaitement quittes. »
L'inspecteur ne broncha pas. Il ne dit rien et partit devant le regard de ses hommes. Samuel crut un temps que Spidey lui rendrait sa gifle, mais non. Samuel savoura ce moment. Il avait l'impression de revivre. Il se sentait citoyen d'un monde qu'il pourrait contribuer à rendre plus juste à sa manière. Il regarda avec un léger sourire sa main qui un instant plus tôt s'était aplatie sur le visage autrefois suffisant de l'inspecteur Spade et alla se servir un verre de whisky tandis qu'autour de lui, les agents des VHB continuaient d'effacer les traces de l'intervention. Dehors, le soleil avait déjà montré ses premiers rayons et puisqu'il devait rester tout le jour enfermé, il décida de commencer la liste des choses qu'il pourrait entamer la nuit suivante. En premier sur sa liste, on pouvait lire, pour la nuit du 21 au 22 mars, petit 1, sourire en retour à la jeune voisine.